Ce soir, c'est chez nous qu'on défouille la Turquie. Venez donc veiller. C'est à peu près en ces termes qu'autrefois, on invitait parents, amis, voisins à venir donner un coup de main et à passer une soirée ensemble. Cela se passait dans nos villages, chez nos parents, durant le mois de novembre. Les machines n'existaient pas. Le maïs, fraîchement cueilli, demandait à être défouillé. Tout le monde s'y mettait. La débourre, les feuilles, servaient à garnir les matelas des enfants. Les épis étaient mis à sécher sous les avant-toits des fermes. Ensuite, la grappe était vougrée, le grain mis à sécher et broyé avant de passer aux bonnes gaudes. Les veillées n'étaient pas seulement de travail. Pour les enfants, c'était la fête. Pour les grandes personnes, le moment privilégié où l'on racontait les histoires et légendes venues du fond des temps. Le décor, la grange ou l'outot, mais toujours la bonne ambiance. Fais tourner ta meunière, fais tourner ta meule, fais tourner ta meunière, fais tourner ta meule. Si ta meule ne tourne pas, ton petit grain, si ta meule ne tourne pas, ton petit grain ne se moudra pas. Fais tourner ta meunière, fais tourner ta meule, fais tourner ta meunière, fais tourner ta meule. Si ta meule ne tourne pas, ton petit grain, si ta meule ne tourne pas, ton petit grain ne se moudra pas. Fais tourner ta meunière, fais tourner ta meule, fais tourner ta meunière, fais tourner ta meule. Si ta meule ne tourne pas, ton petit grain, si ta meule ne tourne pas, ton petit grain ne se moudra pas. C'est à l'initiative de M. Bouvier qu'on a pu réaliser cette fête. M. Bouvier est venu me trouver un soir, on a discuté. J'ai convoqué M. Sauce et les membres du conseil municipal. Et puis avec l'aide de M. Besson, l'écrivain, et M. Goua, le conteur, c'est parti comme ça. Les vanniers étaient prévus. On a pensé tout de suite à une soirée défouillage de maïs. Parce que dans le temps, à la loi, on défouillait beaucoup de maïs. La Loi, c'est un petit village du Val d'Amour, situé à 10 km de Dole, en bordure de la forêt de Chaux. Ce village est composé d'environ 480 habitants. Les activités de ce village, disons, c'est l'agriculture.
l'agriculture pour une bonne partie. Le reste des habitants travaillant sur Dole. La culture, c'est le lait, l'élevage, et les cultures dans la plaine du Val d'Amour, c'est-à-dire le blé, le maïs, enfin toutes les céréales qui peuvent exister. Eh bien, cette soirée me rajeunit de pas mal d'années. En effet, comme Michel Bouvier l'a dit tout à l'heure, il m'est arrivé dans ma jeunesse de venir à la Loire pour défouiller le maïs, notamment dans la famille de votre mère, M. Gratte, parce que cette famille, eh bien, mes parents étaient amis avec la famille Gratte, et puis nous venions quelquefois, et nous venions à la veillée. Alors les veillées, elles se tenaient à l'époque, elles commençaient au mois de novembre, pour le défouillage du maïs. Et il faut savoir qu'on ne disait pas « on va défouiller le maïs », on disait « on va défouiller le turquie ». Alors là, je vais faire un petit point d'histoire sur le turquie. Pourquoi le turquie? Ben ça se dit dans la région. Parce que vous savez que le turquie, c'est une graminée qui a été découverte par les Espagnols en Amérique du Sud. Et puis ils l'ont importé en Europe. Puis ça a mis un certain temps avant de se répandre dans l'Europe et de venir en Franche-Comté. Alors on estime qu'en général, c'est à peu près à la moitié du XVIIIe siècle qu'on a commencé à planter le turquie et à récolter le turquie dans notre région. Alors pourquoi l'a-t-on appelé le turquie? Bien tout simplement parce qu'à cette époque, tout ce qui était un peu exotique, on disait que ça venait de Turquie. Vous savez, la Turquie, c'était très loin et puis personne ne savait bien où c'était. Et le mot est resté. Et aujourd'hui encore, on appelle dans notre région le turquie. Alors, il y avait, dans les veillées, il y avait toujours un conteur ou une conteuse. Or, il s'est trouvé que j'ai eu la chance, moi, dans mon enfance, d'avoir une grand-mère qui était une merveilleuse conteuse. Cette grand-mère, elle était née en 1859, elle est morte en 1943, elle allait avoir 85 ans. Elle appartenait à une famille, elle s'appelait Besson, bien sûr, Céline Besson, mais son nom de jeune fille, c'était Chagnet. Et les Chagnets, ben, c'était des gens qui étaient de la région, des gens qui vivaient dans la forêt de Chaux. Ils exerçaient le métier de bûcheron, charbonnier, débardeur. C'était une grosse famille parce qu'ils vivaient tous ensemble. Ils étaient une communauté d'environ 30 à 40 personnes environ. Et ils restaient groupés pour une bonne raison, c'est que ça leur permettait d'exploiter des coupes importantes que les autres, qui étaient moins nombreux, n'exploitaient pas. Alors vous savez qu'à l'époque, eh bien, les bûcherons, ils ne sortaient pas de la forêt, hein, ils ne travaillaient pas la journée, puis le soir, ils n'allaient pas dans des maisons en dur, non. Ils vivaient dans la forêt, ils vivaient dans des hameaux de la forêt, dans ce qu'on appelait des maisons un peu particulières, qu'on appelait des bacus. C'était des maisons rudimentaires, mais qui étaient très bien faites, qui étaient garanties contre le froid, contre la pluie, parce qu'elles étaient couvertes en chaume. Et ils vivaient donc, ils passaient toute leur vie, et la plupart de mes ancêtres sont nés et sont morts dans la forêt. Alors parmi ces ancêtres, eh bien, ma grand-mère m'a parlé d'un certain nombre de personnages vraiment tout à fait étonnants, et je vais vous raconter quelques anecdotes sur l'un ou l'autre de ces ancêtres. Il y avait d'abord son propre grand-père. Son propre grand-père, il portait un surnom. Vous savez qu'à l'époque, tous les gens des villages portaient un surnom. Et lui, il s'appelait Pasmo. Pourquoi Pasmo? Parce qu'il était guérisseur. Donc, vous voyez, il passait le mal, il passait les maux. Et ce grand-père, cet arrière-grand-père, il est né sous la Révolution. Et il n'avait pas eu de chance parce qu'il avait été de ces malheureux conscrits de 1812 qui étaient partis très jeunes et qui étaient partis faire la campagne de Russie. Alors, il était dans les hussards. Il avait appris à monter à cheval, il avait appris à se battre, et puis à peine était-il parti,
et que tout de suite, ça avait été la guerre, et ça avait été cette fameuse campagne de Russie. Il était allé jusqu'à Moscou. Et à Moscou, eh bien, il avait eu la chance ou la joie de voir l'empereur. Oh, il ne l'avait pas vu de tout près, il l'avait vu, il était mêlé à la troupe qui rendait les honneurs, et il avait vu le petit caporal Napoléon qui passait la revue des troupes. Et ça l'avait marqué pour la vie, si bien que jusqu'à sa mort, ben, il était resté bonapartiste. Et puis vous connaissez tous la suite de cette fameuse campagne de Russie. Ça s'est très mal terminé pour l'armée française. Il a fallu battre en retraite dans des conditions épouvantables. C'était au mois d'octobre, sous les tempêtes de neige. Il y a eu la Bérésina, il a fallu passer la Bérésina. Et puis lui, ce grand-père, eh bien, lors d'une embuscade tendue par les Cosaques, il a été blessé. Il a été blessé et laissé le long d'un talus. Il avait la cuisse traversée par un coup de sabre. Et là, dans la neige, le froid, ben, il a perdu connaissance. Et ma grand-mère racontait toujours qu'à un moment donné, eh bien, il a ressenti une douleur atroce à la cuisse et il s'est réveillé, ça l'a réveillé. Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu un loup qui était en train de lui manger la cuisse. Alors, comme il avait son sabre, il s'est défendu, il a chassé le loup et comme il s'était réveillé, il a recommencé à appeler au secours. Et vous savez qu'à ce moment-là, il y avait les voitures qui transportaient le matériel de la grande armée. Et ces voitures, elles étaient conduites en grande partie par des francs-comtois et notamment par des gens de la région de Saint-Laurent en Grand-Vaud, les Grands-Valiers. Alors l'un d'eux s'est approché et mon grand-père lui a dit « Si tu ne me sauves pas, en patois, si tu ne me sauves pas, je suis mort. » Et l'autre a dit « D'où c'est que t'es donc, ch'ti? D'où c'est que tu es donc petit ?» Et il a dit, ben, je suis du Jura. Et l'autre a dit, ben, moi, je suis Grand Vali. Et c'est à cela que mon grand-père a eu la vie, parce qu'on l'a chargé sur un chariot et on l'a ramené en France. Alors, ces veillées, eh bien, on y racontait aussi des histoires. Et des histoires, bien sûr, plaisantes, des histoires un peu dramatiques. Je vous en raconterai tout à l'heure, si on a le temps. Mais il faut savoir aussi que dans la forêt, eh bien, les gens qui travaillaient, ils faisaient tout. Vous savez, ils coupaient le bois, ils le sortaient des coupes, puis l'hiver, ils fabriquaient le charbon de bois. Mais on aurait pu penser que ces gens étaient isolés au milieu de la forêt. Or, ils recevaient quand même des visites. Alors, qui venait les visiter périodiquement? Ben, déjà, les colporteurs. Ces colporteurs, on les appelait les balliers, parce qu'ils portaient des ballots, des balles sur le dos. Et c'était toujours un événement quand ils arrivaient dans les clairières près des Bacchus. Là, aussitôt, ils déballaient leurs marchandises. Alors, ils avaient des sortes de petits placards, vous voyez, ils ouvraient les portes et ça découvrait des tiroirs, des glaces. C'était assez merveilleux pour les enfants. Et puis, ils vendaient aux bûcherons, ils vendaient aux paysans de la région, bien sûr, des tresses, du fil, des dés à coudre. Pour les messieurs, il y avait des couteaux, il y avait des pipes, il y avait du tabac de contrebande dans le fond des tiroirs, il y avait aussi des allumettes de contrebande. Outre les colporteurs, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient un peu moins recommandables, qui passaient de temps en temps dans la forêt. Et ces gens-là, c'était des rôdeurs, on les appelait des rôliers. C'était des gens qui n'avaient pas de toit, qui n'avaient pas de domicile fixe. Malheureusement, il en existe toujours, même à notre époque. Et ces gens, c'était en général des malheureux. Et là, chez les Chaniais, eh bien, le père Passemeau, lui, il disait toujours qu'on devait les recevoir. Et il y avait toujours au bout de la table, dans la cuisine du Bacchus, il y avait toujours une écuelle, on appelait ça l'écuelle de Dieu. C'est-à-dire qu'on leur servait la soupe, on leur donnait des pommes de terre, on leur donnait un morceau de lard. Ils passaient la nuit aussi dans le Bacchus, mais là, on était quand même un peu méfiants vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'on leur demandait toujours de laisser leurs papiers, de laisser leurs couteaux, puis aussi de laisser leurs briquets, parce qu'on avait peur de l'incendie. Et puis, ces gens qui passaient, eh bien, le lendemain matin, certains tenaient un peu comme ça des différents propos et demandaient un peu d'argent. Et là, le père Passemeau, il était intransigeant, il disait non, pas d'argent, l'argent perd le monde, parce qu'avec l'argent, ben, on va boire, on joue, on court les filles, bref, pas d'argent. Si tu veux manger ce soir, comme ils étaient très pieux, les Chaniais, ils disaient, eh bien, en chemin, tu réciteras tes prières, et comme ça, ce soir, un autre chrétien t'ouvrira ta porte, et tu auras mangé, et tu auras le gîte. Ces gens qui passaient, eh bien, il y avait... on les connaissait par leur prénom, par leur surnom, je veux dire.
Alors il y avait le cacane, parce que vous savez qu'il était un peu bancal et il cacanait. Il y avait la mimine. Il y avait le glinglin, parce qu'il était maigre comme un petit doigt. Vous savez qu'en patois, on dit que c'est un glinglin, que le petit doigt est un glinglin. Et puis, il restait quand même quelquefois un certain temps sans venir. Alors, on s'enquérait de ce qu'ils étaient devenus. Et souvent, on apprenait qu'ils étaient morts le long des routes, ou que l'un d'eux avait fait un mauvais coup, puis qu'ils étaient en prison. Et ma grand-mère se souvenait de l'un d'eux, qui s'appelait le Brelé. Brelé, en patois, ça veut dire brûlé. Et ce garçon... eh bien, il était originaire de Cramant, pas très loin d'ici, et il n'avait pas eu de chance. Il avait environ 30-35 ans, mais il faisait déjà très vieux, il avait les cheveux tout blancs, il a eu beaucoup de malheur, parce qu'il avait une ferme qui avait brûlé, et dans cette ferme, eh bien, sa femme et ses enfants avaient brûlé. Et ce garçon, eh bien, il était courageux, il était plus courageux que les autres rôliers, et quand on lui demandait un service, eh bien, il aidait sur la coupe. Et puis, il s'est trouvé qu'à un moment donné, eh bien, on ne l'a plus revu non plus. Et un jour, un des oncles de ma grand-mère, qui était un braconnier, un bracouneux, comme on disait, qui allait poser des collets dans la région de Germigné, en arrivant en bordure de la forêt, il a vu des corbeaux qui volaient autour d'un chêne. Alors il s'est approché, il a levé les yeux au ciel, il a regardé, et il a vu qu'il y avait un pendu. Alors il est monté dans l'arbre, il a coupé la corde, le pendu est descendu, il était déjà dans un état très avancé, mais il a reconnu quand même que c'était le Brelé. Et puis, il a vu au pied de l'arbre qu'il y avait un petit sac. Il a ouvert le petit sac, il ne savait pas lire, l'oncle de ma grand-mère, mais il a apporté une lettre, et dans le sac, il y avait aussi quelques pièces d'or. Et dans la lettre, eh bien, c'était une sorte de testament qu'avait fait ce malheureux, dans laquelle il disait « Portez cet argent au curé de Cramant pour dire des messes pour ma femme et pour mes petites, et puis je vous en remercie. » Mais pour lui, il ne disait rien, parce que vous savez qu'à cette époque, eh bien, les gens qui mettaient fin volontairement à leur vie, on les enterrait sans les sacrements de l'Église, et qu'on les enterrait littéralement comme des chiens. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur des sujets qui ne sont pas très gais, mais avant de terminer cette soirée, je voudrais vous raconter une petite histoire, parce que ma grand-mère, elle était appelée dans les veillées, parce que c'était une bonne conteuse. Elle allait, bien sûr, au Poiset, dans la région où elle a vécu, vers la fin de sa vie, à Crissé, un petit village près de Dole. Elle allait à Villette-les-Dôles, elle allait à Gou, elle venait aussi à la Loire, de temps en temps. Et là, elle était très demandée dans les veillées, parce qu'elle racontait des histoires intéressantes. Et l'une des histoires qui m'est revenue et que j'ai retenue, et qui m'avait toujours impressionné, qui m'avait toujours plu, eh bien, c'est l'histoire du marchand d'esprit. Alors la grand-mère la racontait toujours de la façon suivante. Elle disait, quand elle était dans une veillée, elle disait, je vais vous raconter une histoire, ça se passe dans un village pas très loin d'ici. Mais pour pas avoir d'histoire, je ne vous dirai pas quel est le village, mais vous allez tout de suite le reconnaître. Ben, dans ce village, les gens sont très riches parce qu'ils ont pas mal de bois. Ils vendent le bois dans la commune. Et puis, ils sont non seulement riches, ils sont glorieux. Mais ils ont aussi un autre défaut, enfin, ce n'est pas un défaut, c'est un manque de qualité, ben, ils ne sont pas très malins. Si bien que ces braves gens, dans ce village, ils avaient appris que dans un village voisin, le long de la Loue, eh bien, on avait construit un pont pour traverser la Loue. Et puis eux, comme ils étaient jaloux, puis qu'ils étaient glorieux, ils ont dit, ben nous, on veut un pont aussi. Seulement, dans leur village, il n'y avait pas de ruisseau, puis il n'y avait pas de rivière. Alors, comme ça, ils se sont mis à construire un pont au milieu des champs, un petit pont, pas un très grand pont, puis ils ont eu leur pont. Alors, ça se savait dans le coin, qu'ils n'étaient pas très malins. Et un jour, le sous-préfet de Dole, il passait dans le village, et puis, ma foi, comme il passait dans tous les villages du Val-d'Amour, il est arrivé chez eux, et puis il a fait un petit discours, et puis il leur a dit, ben, vous êtes des braves gens, seulement, voyez, vous manquez peut-être un peu d'esprit. Alors, le soir même, le maire, il a réuni le conseil municipal, puis elle a dit à ses conseillers, c'est pas tout ça, on est quand même assez riches, eh bien, on va essayer de s'acheter un peu d'esprit parce que le sous-préfet nous en a fait le reproche. Alors, il a dit à un des adjoints, il a dit, toi, José, demain matin, tu t'en vas à Dole et puis t'achètes de l'esprit. Alors, comme ça, on lui a donné de l'argent de la commune, bien sûr, puis il est parti. Alors, il est arrivé à Dole, dans les rues de Dole, puis il a rencontré un gars qui se promenait à Dole, puis il a dit, ben, dites donc, est-ce que vous pourriez m'indiquer où je pourrais acheter un peu d'esprit? Alors, l'autre l'a regardé comme ça, puis il a dit, oh, ben, mon gars,
avec la tête que tu as, l'esprit, tu n'es pas prêt d'en trouver. Puis il a demandé comme ça à un certain nombre de gens, un peu dans les rues, puis tout le monde lui répondait qu'il ne savait pas à quel endroit il pourrait acheter de l'esprit. Enfin, il est tombé sur une dame qui est arrivée, là, qui descendait la rue, et puis cette dame lui a dit, ah, elle a compris tout de suite, elle a dit, mais de l'esprit, mais il n'y a pas de problème. Ah, venez avec moi, mon brave, mon mari est boucher charcutier, il va vous en vendre de l'esprit. Alors on a remonté la rue, on est arrivé dans la boucherie-charcuterie, puis elle avait eu le temps de prévenir son mari. Alors le José, il a dit, ben, c'est vrai, vous vendez de l'esprit? Ben oui, tout à fait. Alors il est allé dans l'arrière-boutique, puis au bout d'un moment, il est revenu, puis il avait une brassée d'andouilles. Vous savez, les grandes andouilles qu'on pendait aux poutres comme ça. Puis il a dit, José, il a dit, mais c'est ça l'esprit? Ben, je ne savais pas que c'était ça. Ben, il a dit, c'est de l'esprit. Eh bien, je vous en achète, il a dit. Je vous achète tout votre stock, parce que vous savez, on est nombreux au village, puis on va partager les andouilles, et comme ça, chacun en aura un petit peu. Alors, ma foi, il a tout raflé, il a payé royalement, puis il est revenu. Puis quand il est arrivé dans le village, il a dit au maire, ah, ben cette fois, pas de problème, tu sais, je ramène de l'esprit. Alors le maire, il a été très étonné aussi, il a dit, comment, ça c'est de l'esprit? Puis t'as acheté ça? Mais si on avait su de l'esprit, mais on en aurait fait quand on tue le gourri, quand on tue le cochon. Alors à partir de maintenant, eh ben, on va en faire de l'esprit. C'est bien qu'ils se sont mis à faire des andouilles. Puis à quelque temps de là, eh bien, le maire rencontre à nouveau le sous-préfet. Alors il dit, seul sous-préfet, bah, vous savez, maintenant on en a de l'esprit. On en a non seulement, mais on peut en revendre. Alors le sous-préfet s'est fait expliquer ce que c'était. Et puis, quand il a eu compris, il a dit, ah, je vois, vous, effectivement, vous avez de l'esprit. Mais non seulement vous avez de l'esprit, mais maintenant, vous êtes les rois des andouilles. Et c'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas très malin, on dit toujours que c'est le roi des andouilles. Alors, quelques mots maintenant sur la vannerie, qui était une activité économique importante du village il y a quelques décennies. La matière première était fournie par la forêt de chaux parce que les côtes des corbeilles ou vannottes étaient faites dans le pied de certains arbres.
Quant aux osiers, ils étaient fournis par la rivière, la Loue. Notre ami Michel Guyénot, qui a longtemps observé les vanniers, a gardé le savoir-faire de ces gens, car à l'époque, c'était une véritable profession. Dans certains actes de l'état civil un peu anciens, on les appelait aussi des faiseurs de paniers. Voilà, ils croisent, pour commencer, 2 côtes qui vont servir de base à la vannotte. Il maintient ces 2 côtes avec le pied. Toujours avec le pied. Ensuite, il tresse en commençant par 2 osiers. À l'envers. À l'envers, c'est-à-dire dessous par le petit bout. Les côtes, et en commençant avec l'osier par le petit bout, par le bout le plus fin. Il va repiquer les 2 osiers dans les précédemment tressés. Alors ensuite, il va piquer les côtes dans le fond, une dessus et une dessous, en alternance donc. Voilà, la suite de cela, l'ossature du panier sera faite. Il faudra tresser le tour. Voilà. Voilà ce que ça donne donc dans le stade suivant. Bon là, il retourne les côtes pour les enfiler dans les osiers tressés du tour et il mettra le cercle du dessus à l'intérieur. Si je le dis à la louette, tout le monde le saura. La Grette tourne, la Grette tournera. La Grette tourne, la Grette tournera. Si je dis à la louette, tout le monde le saura. Rossignol du avocat, faites-moi ce plaisir-là. La Grette double, la Grette doublera. La Grette double, la Grette doublera. Rossignol du verre bocage, faites-moi ce plaisir-là. Rossignol prend sa volée au château d'Armor. La Grette double, la Grette doublera. La Grette double, la Grette doublera. Rossignol prend sa volée au château d'Amour s'en va, trouve la porte fermée par la fenêtre il entend. La Grette double, la Grette doublera. La Grette double, la Grette doublera. Alors si vous voulez vous retourner, vous mettre ventre à table, on va passer maintenant à la collation.
maïs, défouillé. Après, c'était le casse-cou, naturellement. Alors, la fête, avec beaucoup de travail, et puis les bénévoles qui sont venus nous aider, les décorateurs, ça s'est très bien passé. Malheureusement, il aurait fallu que tous les gens de la loi puissent y venir, mais on était débités par la place. Et puis, dans le fond, je pense qu'au départ, ils n'ont pas cru que ça allait se dérouler de cette manière. Enfin, je souhaite que les villages de la Forêt de Chaux, ça continue à vivre comme il faut. Nous, on sera les premiers à la loi pour les aider le maximum. S'il y a une soirée dans quelques années ou l'an prochain, on ne sait pas, j'espère que ceux qui n'ont pas pu y venir cette fois, ils viendront la prochaine. Voilà. Bonsoir les gens. On vous a conté bien des histoires ce soir, mais pas sticky un coup. Qui est d'entre vous qui a aujourd'hui 60 ou 70 ans comme votre serviteur, qui n'a pas entendu ses parents raconter une histoire de braconnage? Le braconnage le plus prisé de tout, c'est toujours le lapin. Mastiki, mettez-vous. Voilà, voilà. Seulement, voilà, pour prendre le lapin comme il faut surtout avoir le petit arsenal dans son chapeau. Quel est le paysan qui n'avait pas ça dans son chapeau? On disait pas bonjour, n'enlevez pas son chapeau à dire bonjour à monsieur le curé de ce temps-là, parce que, dis donc, il risquait de trouver ben des surprises. Alors, je vais vous montrer ce que c'est qu'un lacet, ou le collet, comme on appelle ça, en termes de métier. Voilà, j'en ai du petit fourbi là-dedans. Voici ce qu'on appelle un collet. Il ne faut pas faire ça avec n'importe quel fil de fer. Il faut faire ça avec du cuivre ou du laiton. De façon que si vous le bougez, il ne revient pas, il ne fait pas ressort. Le braconnier, c'est le roi de la forêt qui fait son petit frichti sur la braise. Dans son palais d'or avec son trésor, le roi n'est pas plus à l'aise. Il a la maison pour forêt, il a la forêt pour maison. Et ses enfants poussent à foison sous le chêne et le hêtre. Ils n'ont hélas pour berceau que l'herbe et les roseaux, mais un seul Dieu comme maître. Et la femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, par les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me paraît bien plus grave. Et je me dis en la voyant, froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme de l'âme, froufrou, froufrou, c'est pleinement la femme, c'est lui surtout, par son gentil froufrou. En culotte me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette, mais moi je dis que sans froufrou, une femme n'est pas complète. Quand on la voit se retrousser, son cotillon vous ensorcelle, son froufrou fait comme un bruit d'aile qui passe et vient vous caresser. Par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme double l'âme, froufrou, froufrou, c'est pleinement la femme, c'est lui
chante l'écho. Les cangaceros vont descendre des montagnes. Gens des vallées, gardez vos filles et vos maisons. Là-haut, la lune est claire. Debout les vagabonds. Nous allons semer la honte dans les champs de la vertu. Et nous réglerons les comptes des braves gens qui se sont tus. Ils sont venus dans la plaine, la chapelle ils ont pillé. Ils ont tué tous ceux que j'aime et se sont mis à prier. Oh, oh, Cangacero, oh, oh, chante l'écho. Le soir, à la veillée, lorsque la lampe n'éclairait sur la table qu'un tout petit cercle et que le feu crépitait dans l'ancestrale cheminée, les anciens contaient des histoires qui faisaient souvent trembler les petits et parfois même tressaillir les grands. Des histoires vécues, mais bien souvent enjolivées par le temps ou exagérées par l'imagination. Toute la famille se groupait alors autour de l'aïeul, et là, les yeux rivés à la femme dansante et rassurante du foyer, tous laissaient divaguer leurs imaginations. Un animal légendaire et maléfique tenait une place privilégiée au cours de ces soirées. Un animal redoutable qui inspirait la crainte, qui semait la terreur dans nos campagnes, fléau redouté de tous, porteur des plus mauvais présages, j'ai cité le loup. Comment ne pas craindre le loup lorsque, pauvre et désarmé, le paysan voyait son troupeau décimé par cette bête malfaisante qui, emportant un agneau, dévorant une vache, ruinait ainsi les bénéfices d'une dure année de labeur. Comment ne pas être terrifié par le loup lorsque le récit des colporteurs et autres ambulants rapportait les récits de drames qui s'étaient déroulés dans de lointaines contrées? Comment ne pas être terrifié lorsque ces drames concernaient de jeunes enfants, des pâtres que l'on retrouvait dévorés? Comment ne pas être horrifié par les histoires des anciens soldats qui ont vu les cadavres des braves déterrés et mangés par les loups sur les champs de bataille? Comment ne pas craindre le loup quand il suivait le voyageur la nuit sur les routes, qui attaquait le faible en lui transmettant parfois une maladie non moins redoutable, la rage? Oui, chers amis, comment dans ces conditions ne pas avoir peur du loup? Bien sûr, les hommes ont inventé 1000 pièges, 1000 traquenards pour détruire le loup, et ils imparvinrent tant et si bien qu'il n'en reste plus de nos jours dans notre belle comté. Victoire, victoire, direz-vous, nous avons vaincu le loup. Certes, le loup est mort, mais trop tard. Il a gagné son ultime combat, car le loup est en vous, par la peur qu'il inspire, cette peur imprimée dans vos cellules. N'avez-vous pas ressenti un léger frisson le long de votre colonne vertébrale? Les poils de vos bras ne sont-ils pas hérissés à sa seule évocation? Trop tard, vous dis-je. Trop tard. Le loup est en vous. Le loup est parmi nous. Demandez à M. Sauce, l'instituteur de vos enfants à l'école de la loi, ce que chantonnent encore vos fillettes dans la cour de l'école. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup y est pas. Voyez, chers amis, le loup est toujours parmi nous. Il est encore aux portes du village de la loi. Tout près d'ici, dans la forêt de Chaux, dans la toponymie des parcelles de cette forêt qui s'appelle le rendez-vous des loups, la sente du loup, la plaine du loup, la rue des loups dans notre village, le loup gris
la fontaine du loup ou encore la Louvière, cette maison forestière que vous connaissez tous à la 3e colonne. Le loup est encore dans les croyances de nos ancêtres, inspirés par la peur et qui sont parvenus jusqu'à nous. J'en citerai quelques-unes des plus significatives. Ne vous faites jamais voir du loup avant que vous ne l'ayez vu. Car si le loup vous voit, il vous ôtera aussitôt la voix. Les yeux du loup éclairent et rendent la lumière comme une chandelle. C'est pourquoi les chiens ne les osent chasser la nuit venue. Si un cheval marche sur le pas du loup, il en devient pesant et paresseux. Quand un loup a goûté de la chair de l'homme, il paraît la préférer à toutes les autres. Il attaque les femmes, les enfants et surtout les femmes grosses. Vous ne craignez rien. Quand une bête n'est pas rentrée le soir à l'étable, il faut réciter cette prière. Loup, louve, louvard ou louveteau, je te conjure au nom du grand Dieu vivant de ne pas étrangler la bête née en notre étable. Il suffisait ensuite de décrire l'animal. Dès qu'on aperçoit le loup, dire 5 pater et 5 ave. Après chaque prière, le signe de la croix. Puis réciter le Gloria Patri en répétant le signe de la croix, invoquer ensuite les bienheureux du paradis. Et je prie le bienheureux Saint Georges de lui serrer la gorge, et je prie le bienheureux Laurent de lui casser les dents, et je prie le bienheureux Saint Boniface de lui casser les pattes, et je prie le bienheureux Saint Loup de tuer le mauvais loup, et je l'ai pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À noter que si l'on était quand même dévoré, c'est qu'on n'avait pas eu le temps de dire les prières. Mais les hommes ont cru pouvoir le dominer, le détruire, l'exterminer. Mais c'était oublier que le diable ne meurt pas ainsi. Le diable loup s'est réincarné en nous, dans nos cellules, dans nos gestes, dans notre vie. Vous ne me croyez pas? Je vous vois bien incrédule. Alors, chers amis, je vous donnerai plus qu'un conseil avant que nous quittions au terme de cette belle veillée. Lorsque vous sortirez dans les rues de la Loi ou d'autres lieux, gardez-vous de ces ruelles obscures, de ces passages sombres. Méfiez-vous. Des yeux, parfois, des yeux cruels vous guettent. Ne dit-on pas que l'homme est un loup pour l'homme? Je vous remercie de votre attention et bonne fin de veille. Celui que mon cœur aime tant. Et l'on était si clair que je m'y suis baigné à la feuilleur d'un chêne, je me suis préservé. Ah, je l'attends, celui que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, celui que mon cœur aime tant.
a le cœur. Ah, j'attends, celui que j'aime, que mon cœur aime. Ah, j'attends, celui que mon cœur aime tant. On peut les applaudir en même temps. Pour ça, le cœur main chaud, l'esprit main droit.